tu vas au contact des gens, il n'y a pas de meilleure veille. Je consacrais 10 jours par an à ma formation. Cette capacité à dire je doute. Cette base générale, elle m'est quand même utile. Je pars pas de zéro, je peux en faire quelque chose. T'apprends jamais rien d'inutile. Un jour ou l'autre, ça sert. J'avais une vision trop étriquée de la concurrence et de l'apprentissage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu. Je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Braise. Comment faire ses premiers pas en tant qu'indépendant ou freelance de la meilleure façon possible. Et surtout simplement. Les retours du premier épisode sont juste dingues. Je pensais pas avoir aidé autant de personnes et ça me motive à vous larguer encore plus de pépites comme celle-ci. Si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Cédric, je vous invite à aller le voir. Tout est en commentaire. Le format, c'est toujours le même. 10 épisodes de 25 minutes grand maximum pour acquérir le mindset de l'indépendant, choper ton premier client, savoir vendre et surtout comment continuer sa lancée, comment profiter de cette belle inertie. Avant de vous présenter l'invité du jour, je tiens à vous dire que ces épisodes me sont rendus possibles par deux sponsors exceptionnels. Le premier, c'est Indy. C'est une application gratuite et lyonnaise qui permet à des milliers d'indépendants de se simplifier la vie administrativement. Et ils le font de la meilleure des manières possibles. Pour les phobiques de l'administratif comme moi, ils automatisent ta comptabilité et tes déclarations fiscales. Et si t'es comme moi et que t'as rien pipé à ce que je viens de dire, va dans les commentaires, il y a un petit cadeau pour toi. Et le deuxième, c'est ComeUp, une plateforme française qui permet soit en tant que particulier ou professionnel de proposer ses prestations de services en ligne. Et tu peux soit l'utiliser pour rechercher une prestation de service quelconque, il y a énormément de choix sur la plateforme, ou proposer tes propres services. Et j'en ai dédié un épisode entier parce que pour moi, être présent sur ces plateformes, ça a été un tournant majeur dans ma carrière d'indépendant, on en parlera plus tard. Ne vous fiez pas à son air de juriste. Bien qu'elle ait fait des études de droit, j'ai passé mon épisode à rire. Avec Pauline, on a parlé de maîtriser les 5 compétences essentielles en tant qu'indépendant. Qui de mieux que Pauline pour parler de ces sujets? Pauline, elle a monté la boîte à indé. Je vais m'arrêter là. Je vais garder un petit peu de suspense pour cet épisode parce que Pauline, elle a un parcours assez atypique par rapport à tous ceux que j'ai pu interviewer jusque-là. Donc, je vais la laisser expliquer ça en détail. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. J'ai scruté un petit peu ton profil LinkedIn et t'as un parcours assez atypique. Comment toi, ton passage vers ton ancienne vie à la vie indépendante, freelance et maintenant jusqu'à la boîte indé, elle s'est fait. C'était quoi l'élément déclencheur en fait? Avant même la vie d'indé, je suis juriste de formation, je travaillais en cabinet d'avocat, enfin en entreprise. Donc j'ai candidaté dans la banque et quand tu rentres dans la banque, on te fait passer des tests de compétences, capacités soft et hard. Et il est ressorti sur mon profil que j'avais a priori un gros profil commercial, inexploité jusque-là. Que j'ai découvert avec ce test-là. Et en fait, plutôt que de me mettre au siège sur une compétence juridique qui, a priori, était ce pourquoi je candidatais, ils m'ont collé dans les réseaux en tant que commerciale, conseillère financière, etc. J'ai grimpé tranquille les échelons. En fait, c'est cette double compétence-là, juridique et financière et aussi commerciale, qui a fait que je me suis retrouvée à la Chambre de commerce et d'industrie. En fait, un jour, j'ai eu envie de sortir de ce côté commercial dans lequel, en vrai, je me retrouvais pas. Oui, j'ai quelques compétences commerciales, mais... Ça t'excitait pas, quoi. Il y avait non. pas ce... Ouais. Non. Donc, je me suis retrouvée à travailler à la Chambre de commerce avec cette double compétence qui intéressait, en fait, la CCI. J'ai accompagné des entrepreneurs au sein de la Chambre de commerce et d'industrie pendant 5 ans. Ok. Et en fait, un jour, t'as juste envie de passer de l'autre côté du bureau, quoi. Tu vois? Quand t'en fréquentes régulièrement... Tu fréquentes des entrepreneurs tous les jours de ta vie, t'accompagnes des projets entrepreneuriaux. J'accompagnais à peu près 80 projets entrepreneuriaux par an. Quasiment tous les projets que j'ai accompagnés, c'était presque les miens. Je m'adressais aux porteurs de projets que j'accompagnais en leur disant « on va faire ça, on va aller là ». Je veux pas me les approprier, hein, mais ils m'appartenaient quasiment autant qu'à eux, quoi. L'énergie que j'y mettais... T'étais hyper impliqué. Ah ouais, ça me faisait kiffer, quoi. Donc en fait, un jour, j'ai dit c'est pour moi, en fait, l'entrepreneuriat. Mais toi, en tout cas, t'as pas eu le syndrome de l'expert. En tout cas, tu t'es dit, la flamme que tu voyais chez les autres, elle t'a permis de te lancer... Alors, certainement pas le syndrome de l'expert. Et je crois que je suis pas sûre que je l'aurai un jour. L'erreur d'un expert, c'est justement de savoir qu'il est expert. Parce qu'il est tellement expert qu'en fait, un jour, il l'est plus. Il se fait rattraper par de l'innovation technologique, par de l'innovation de service, des changements du marché. Ça plaira peut-être pas à tout le monde d'évoquer ce genre de choses, mais le
meilleur exemple, c'est la crise sanitaire qu'on a vécue. La nécessaire capacité d'un entrepreneur à se réinventer en permanence, à faire preuve d'agilité. Quand tu es expert de quelque chose, tu te remets pas en question. Donc moi, je l'aime bien, mon syndrome de l'imposteur. Je l'ai souvent. C'est un garde-fou d'humilité. Et j'aime bien. Parce que tu es obligé de regarder ce qui se passe autour de toi. Parce que tu vas au contact des autres. T'en parlais, toi, tout à l'heure avec ton podcast. Tu vas au contact des gens. Tu leur poses des questions. Tu t'intéresses à eux. Et en fait, il n'y a pas de meilleure veille technique, technologique, concurrentielle que de discuter avec les gens, quoi. C'est des rencontres, c'est de l'apprentissage. Cette capacité à dire je doute et je sais pas où je vais, elle est fondamentale pour un entrepreneur. Ça fait du bien de l'entendre. Moi qui zone pas mal sur les réseaux sociaux, tu vois, on te balance un petit peu de la poudre aux yeux, un petit peu le bonheur de tout le monde, mais jamais vraiment ce que tu m'as dit en mode je suis content d'avoir ce syndrome de l'imposteur parce qu'il me remet en question. Et c'est normal et heureusement. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce doute-là? Comment continuer cette logique d'apprentissage pour rester à la page? On va très vite y revenir. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as lancé en tout premier lieu juste après être parti de la CCI? En fait, quand j'ai quitté la Chambre de commerce et d'industrie, je me suis lancée sur ce que je pensais être la seule chose que je savais faire, à savoir faire de l'accompagnement entrepreneurial. Donc j'ai lancé ma boîte solo en Indé, de conseils en stratégie de développement, en recherche de financement pour les entreprises. J'avais déjà des clients. J'avais la chance d'avoir déjà un réseau bien costaud, d'avoir des clients qui m'avaient tendu des perches en me disant c'est quelqu'un comme vous qui nous fonde la boîte. Donc en gros, je faisais un peu de gestion de projet. Je me suis formée aussi à des approches de coaching pour pouvoir mieux accompagner et les dirigeants et les équipes. Et pour la petite histoire, ce projet est en train de tomber définitivement au profit de ce nouveau projet qui est la boîte à Indé, qui est donc ma deuxième boîte, que j'ai fait le choix de ne pas monter seule parce que la solitude de l'entrepreneur, c'est un vrai sujet. Ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur cette nouvelle boîte, c'est que j'avais des clients partout en France. Donc je passais pas ma vie, mais beaucoup de temps dans les aéroports, les gares. Et c'était très surprenant parce que mon réseau était très local. Et en fait, je me suis retrouvée à aller accompagner des clients à Nantes, à Bruxelles, à Marseille, à Toulouse. Et je faisais des bornes et des bornes et des bornes en avion, Paris évidemment. Et c'est pas mes valeurs. Je me suis dit, ma compétence, elle existe là où je vais. Elle existe à Bruxelles. J'ai rien à faire à Bruxelles. Je suis en train de piquer le job d'un Indé sur place, qui connaît le territoire, qui connaît les problématiques locales de la boîte, qui connaît l'environnement économique de la boîte dans laquelle je vais prester. Donc à partir de maintenant, ça suffit. Je vais travailler à mettre en exergue les compétences des territoires. Je veux qu'on relocalise la prestation de service. Ça suffit qu'il y ait des Indés de Paris, de Marseille, de Nantes qui viennent bosser à Lyon. Ça suffit que les Lyonnais aillent bosser sur ces villes-là. Il faut que les entreprises qui ont recours à des prestataires sachent à qui s'adresser pour avoir un Indé local. Ça va leur faire gagner du temps, de l'argent. Il n'y a rien de mieux qu'un indépendant du territoire pour connaître et identifier les problématiques d'un territoire et pour être capable d'activer les réseaux d'un territoire. Donc voilà, c'est comme ça que la boîte à Indé est née, c'est ce coup de massue derrière la tête. On va parler de garder cette logique d'apprentissage. On parlait de doute tout à l'heure. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je me suis lancé dans le freelancing. J'ai acquis les bases de mon métier assez rapidement et je pensais que l'apprentissage, c'était terminé, que j'allais être sur un long fleuve tranquille et alors là les portes de l'Eldorado allaient s'ouvrir. En fait pas du tout, parce que je me rendais compte que semaine après semaine des nouvelles méthodologies qui arrivaient, et puis même quand tu butais sur un client non satisfait et qu'il fallait chercher des solutions pour le rendre content, en fait fallait bûcher ton sujet quoi. C'est l'entrepreneuriat, le freelancing, c'est pas un long fleuve tranquille quoi. Et c'est cette logique d'apprentissage que j'aimerais voir avec toi. À partir de quel moment un indépendant doit se poser dans son coin pour apprendre une nouvelle compétence ou continuer à développer son expertise? Tout le temps. Enfin, du moins, moi, c'est ma conviction. Parce qu'effectivement, il y a trop de choses qui viennent challenger le quotidien, les rencontres, les demandes qu'on peut avoir des clients. Parfois aussi, on peut soi-même avoir envie de se dire, c'est arrivé vachement souvent chez les membres de la boîte à Indé, c'est ce côté un peu audacieux de dire, je maîtrise pas tout sur cette mission. Mais en fait, j'ai envie d'y aller. J'ai envie, parce que le projet me fait kiffer, de me challenger, de me dépasser. Alors en accord avec le client, en lui disant où est-ce qu'on est en limite de compétences et en allant effectivement bûcher. Donc en fait, c'est finalement tout le temps en fonction des objectifs qu'on se donne. Le tout, c'est de mettre quelque chose de fluide dans le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut, tu vois, je parlais d'écologie de soi-même tout à l'heure, faut que ce soit écologique pour soi, faut que ce soit cohérent avec les projets et les objectifs qu'on se fixe. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a encore quelques
années, enfin 2-3 ans, je consacrais 10 jours par an à ma formation. Ok, 10 jours par an. Ouais, je m'obligeais à me dire, en fait, si tu te formes pas 10 jours par an, tu vas perdre le contact avec ton métier, ton écosystème, ton marché. Donc c'est 10 jours, pas un de plus, pas un de moins. C'est plus le cas aujourd'hui, enfin du moins, c'est pas le cas depuis 2-3 ans pour la bonne et simple raison que j'ai fait un truc ouf. C'est-à-dire que je me suis lancée dans un Master 2 il y a 2 ans et en parallèle de la boîte, enfin c'était complètement lunaire, des week-ends, des nuits à bosser sur mon mémoire. J'ai sorti 180 pages de mémoire. Et puis surtout, nous, l'offre qu'on a à la boîte à Indé contribue à ma formation. C'est-à-dire qu'on fait intervenir des membres, des experts sur leur sujet. Et du coup, je baigne dedans et j'ai quand même toujours un peu d'infos. Ça fait que je suis pas trop déconnectée. Je me laisse 1 an de pause parce qu'après un M2, ça vaut le coup. Ouais, de temps en temps, s'autoriser des petits moments de pause. Ça m'arrive assez régulièrement de culpabiliser. Tu vois, quand je prends des après-midi où j'apprends des nouveaux sujets, je ressors de cet après-midi-là et souvent je me dis, putain, j'ai rien fait en fait. Tu prends du recul et dans tous les cas, ça fait du bien. C'est super important. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux apprendre déjà? De quoi j'ai besoin? Tu peux apprendre plein de choses, des choses hyper pertinentes, comme des choses en fait qui te sont mais complètement inutiles. Selon toi, comment tu identifies les thématiques dont tu as vraiment besoin pour ton business? Alors déjà, on n'apprend jamais rien d'inutile. Un jour ou l'autre, ça sert. Ça, c'est une conviction profonde. T'apprends jamais rien d'inutile. Il y a un truc qu'on a fait il y a quelques mois à la boîte à Indé qui était plutôt chouette. Tu sais, quand t'es salarié dans une boîte, tous les ans, c'est une obligation sociale de l'employeur normalement, tu dois faire ton entretien annuel, qu'on appelle dans les boîtes les EAD, entretien annuel de développement. Et l'idée, à l'occasion de cet entretien annuel avec l'employeur, t'as ton manager en face, et en fait, il te fait le récap un peu de ton année, la façon dont lui, il a vécu ton année, ce que t'as fait de bien, les sujets qu'il faut corriger, etc. Puis à la fin, avant la négociation salariale, tu vois, à la fin, t'as un petit volet qui concerne ton plan de développement de compétences. Qu'est-ce que tu veux développer chez toi que tu vas mettre au service de l'entreprise? Et ça, c'est une obligation de l'employeur, donc normalement, tous les salariés s'y prêtent. Le jour où on devient indépendant, c'est le genre de choses qu'on abandonne. Ou alors, pour peu qu'on enquille son job indé après ses études, c'est un truc dont on n'a jamais connaissance. Et donc, on fait pas son EAD. On le fait plus. Et en fait, moi, je fais ce travail-là pour moi, alors maintenant aussi pour les équipes, mais je fais ce travail-là pour moi de me dire, fin d'année, qu'est-ce que tu as fait de ton année? Sur quoi tu es satisfaite? Sur quoi tu n'es pas satisfaite? Quels sont les objectifs que tu te fixes l'année prochaine? Et qu'est-ce que tu vas développer au service de tes objectifs? Mais encore faut-il avoir fixé des objectifs. Pour structurer son plan de développement de compétences, c'est de faire le récap de l'année écoulée, d'identifier les endroits où tu as eu un caillou dans ta chaussure, où tu as mis plus de temps à sortir quelque chose parce que tu manquais de matière, de ressources, etc. De te demander si c'est quelque chose qui va se reproduire ou que tu veux développer, et donc de le mettre dans ta liste de je veux me former là-dessus. Tu as aussi la possibilité de te dire, je suis arrivée en limite de compétences sur quelque chose que je croyais être une forme d'expertise, et c'est une frustration, ce sentiment de limite de compétences. Donc je vais venir nourrir un peu plus ce que je croyais être mon expertise. Donc tu vas chercher un step 2, un step 3, des niveaux justement experts pour nourrir ce truc-là. J'interromps l'échange 2 secondes pour vous rappeler 2 choses importantes. La première, abonnez-vous, ça m'envoie de la force et ça m'encourage à continuer. La deuxième, c'est que faire son EAD, comme nous le dit Pauline, est trop important pour celles et ceux qui veulent progresser assez rapidement. Chose que j'ai pas fait dès le départ et je commence à le regretter. Donc du coup, dans la bio, ce que je vous partage, c'est un template Notion qui est hyper détaillé, hyper rempli pour réaliser son bilan de compétences. Mais on le sait, plus c'est long, plus ça prend du temps, plus c'est chiant et moins on a de probabilité de le faire. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder mon écran pour une méthode beaucoup plus rapide. Donc là, ce que je vous partage, c'est un tableau hyper simple que vous pouvez faire en 15 minutes, voire moins, ce qui vous ne donne pas le droit de ne pas passer à l'action. En fait, c'est faire un récap de 2023 avec 2 colonnes, événements satisfaisants et les événements insatisfaisants. Vous remplissez. Ce qui est important, et évidemment, c'est les événements insatisfaisants. Donc comme nous l'a conseillé Pauline, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui m'a ralenti cette année? Quels ont été les cailloux dans la chaussure, ce qui a ralenti les projets? Bref, tous les événements auxquels vous n'avez pas eu les résultats escomptés, vous les notez dans le tableau. Et là où c'est super intéressant, c'est que Pauline nous dit que sur les événements insatisfaisants qui sont potentiellement répétables d'un mois à un autre ou d'une année sur une autre, vous allez les empiler dans ce que j'appelle ici la liste des formations. Et en fait, ici, c'est votre liste de courses pour vos prochaines évolutions de carrière. Vous allez savoir exactement ce sur quoi vous devez miser pour progresser dans votre carrière par la suite. J'en dis pas plus et je vous laisse avec Pauline. Et ce qu'on oublie régulièrement de faire, c'est justement d'aller se challenger avec d'autres experts. En fait, quand
quand on est a priori bon dans un domaine, a priori dans son sujet d'expertise, on reste là-dedans. Moi, je trouve que la meilleure formation, c'est d'aller au contact des meilleurs et de leur dire, dis-moi là où je suis pas bon. C'est une notion super intéressante, je trouve, parce que au début, j'ai eu vachement de mal à faire cet exercice parce que je pensais que tous mes concurrents étaient des ennemis, en fait. Je me disais, je vais pas aller leur parler, c'est inutile. On s'attaque au même marché, c'est inutile. Je voyais vraiment pas l'intérêt, tu vois. Jusqu'à un moment où je vois comme quoi quelqu'un a réussi à transformer sa jalousie en inspiration, et à partir de ce moment-là, il a vraiment explosé tous ses scores personnels, et je me suis dit, c'est bien dommage, il faudrait que j'essaye de faire pareil, quoi. Et en fait, c'est vrai que je n'ai jamais autant appris. Je pensais pas que les gens allaient être ouverts d'esprit. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à acquérir mes bases que j'ai aujourd'hui sur le ghostwriting. C'est que je suis allé sur LinkedIn, j'ai envoyé plein de messages à tout le monde leur posant des questions. Comment tu fais ça dans ton process? Comment tu mènes tes interviews clients? Et les gens répondent. Et ça m'a super surpris. Je me suis dit, mais ils me donnent leur bille, en fait. Ils ont pas peur que j'aille attaquer leur marché. J'avais une vision trop étriquée, en fait, de la concurrence et de l'apprentissage global, quoi. Je reviens sur le sujet super intéressant. Alors, moi, je l'appelle plan d'évolution. Toi, c'est... Plan de développement de compétences. C'est super intéressant. Toi, tu nous as décrit le process de quand on vient de passer une année ou quelques mois dans notre activité. Est-ce que si on part de zéro, vraiment, par exemple, demain, je commence une nouvelle activité, je peux déjà me mettre dans ce fameux plan de développement de compétences? Est-ce que tu aurais 2-3 petites billes là-dessus? Alors oui, évidemment. Et pour le coup, c'est les mêmes. Tu peux aussi, plutôt que de faire la photo du passé, faire la projection de l'avenir en te disant quelle est la couleur que je veux donner à mon année, quels sont les sujets sur lesquels j'ai envie d'aller. Avec la formation, c'est pareil. Tu peux aussi très bien te dire, j'ai justement une compétence, je sors d'école de commerce, j'ai une compétence, j'ai des outils de conseil, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, il y a une actualité forte sur l'écologie, la RSE. C'est des sujets que je maîtrise pas. Donc, je vais aller me former sur la RSE parce que c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Donc, tu as déjà ton bagage de départ et tu complètes avec les sujets sur lesquels tu as envie d'aller. Super intéressant ça. Quand on sort d'école, on a un profil très généraliste parce que par définitive, on sait faire beaucoup de choses, mais rien en même temps. Parce qu'on est un petit peu à l'aise sur tous les sujets, mais on n'a pas de spécificité. Là, ce que tu viens de dire, c'est un petit peu le même raisonnement. C'est que tu as une base horizontale et demain, si tu veux te lancer, c'est de te donner une direction, donc de trouver ta verticale en fait. La RSE, aller aider les entreprises qui veulent se lancer dans l'écologie, de te trouver une verticale et là, de trouver les formations qui te permettent d'aller développer cette verticale. Ce raisonnement d'apprentissage en T, il m'a vachement décomplexé parce que j'étais dans le même cas, je sors d'une école de commerce et en fait quand tu sors de là, tu te prends pour le roi du monde, mais quand tu veux faire quelque chose de concret, en fait, t'es plus personne d'un seul coup. Tu dis en fait, j'adresse plus personne quoi. Donc ce truc là de me dire en fait cette base générale, elle m'est quand même utile parce que je pars pas de zéro. Je peux en faire quelque chose, donc partir quand même de cette base et trouver un axe derrière sur lequel travailler quoi. J'interromps l'échange une dernière fois pour te donner une petite astuce de filou pour te former sur le sujet de ton choix gratuitement. La première étape que tu vas faire, c'est d'aller suivre le maximum d'experts sur LinkedIn sur la thématique de ton choix. Crois-moi, il y a de quoi faire sur LinkedIn. Souvent, ce qui est top avec ces experts-là, c'est qu'ils ont plusieurs sources d'informations. Ils ont leur compte LinkedIn, donc je t'invite à activer la cloche sur leur profil pour ne louper aucune de leurs publications. Ils ont parfois des newsletters, c'est mon format préféré du moment et c'est avec ça que j'ai commencé à me former au ghostwriting. Et parfois des podcasts. Autant de sources d'informations qui te sera utile pour pouvoir apprendre et acquérir hyper rapidement les premières bases de ta nouvelle compétence. Ici, l'enjeu, c'est d'arriver assez vite à un niveau où il va te manquer certaines petites briques. Là, c'est bon signe, c'est qu'il sera temps de contacter ces experts par message. Et l'astuce pour avoir un bon taux de réponse sur ces sujets-là, c'est de leur envoyer des questions sur des sujets ultra spécifiques. Et plus les questions portent sur de l'opérationnel de ton métier, plus le taux de réponse est bon. Et l'astuce qui marche bien, c'est que par expert, je te conseille de poser 1 à 2 questions grand maximum. Pourquoi? Tu vas te faire du réseau et tu vas saouler personne. Sur ce, je te laisse. Voilà pour la petite astuce de filou. Voilà comment moi je me suis formé au ghostwriting et je te relaisse avec Pauline. La question, elle est aussi bien sur l'axe sur lequel tu as envie de développer ton offre, elle peut aussi être sur la cible avec qui tu as envie de travailler. Je crois que c'est une vraie question à se poser. Alors déjà, c'est un truc très vrai. En général, un entrepreneur, quand il démarre, tu lui demandes qui est sa cible dans son marché, il te dit la terre entière. Quoi qu'il arrive, il va toucher tout le monde. Et puis quand il faut commencer à faire des choix, c'est vachement dur. Parce qu'en plus, ça vient chercher, pour beaucoup d'entre nous, ça vient chercher ce côté de je laisse des gens de côté. C'est pas naturel. T'as du mal à te dire, ah ouais, j'abandonne cette partie
partie-là de gens dont je sais pertinemment qu'ils ont besoin de mon offre. En fait, je le sais. Mais juste, t'as pas le choix. Il y a un moment, la terre entière, c'est pas possible. Et puis peut-être que c'est pas cohérent avec tes valeurs, avec ta philosophie, etc. Donc plus une cible est précise, plus en fait tu pourras refaire l'entonnoir inversé après, quoi. Super intéressant ça, de déjà imaginer la cible qu'on veut atteindre pour pouvoir développer justement cette fameuse verticale. Tu m'as dit que un indépendant aujourd'hui, il devait quand même avoir dans sa petite mallette 2-3 petites compétences essentielles. C'est quoi ces petites compétences essentielles? Alors à la boîte à indé, on a développé toute notre offre d'accompagnement, toute notre offre d'événements, de réseaux, toutes les thématiques, etc. Sur le principe qui consiste à dire qu'un chef d'entreprise, il doit être capable de mettre en œuvre 5 fonctions. Quelle que soit la taille de son entreprise, vendre, être capable de prospecter, de commercialiser son offre, d'en parler, de faire signer, de conclure, d'aller au bout de la démarche, de faire le suivi de sa relation client, etc. Produire, donc mettre en œuvre les prestations qu'on a commercialisées. 90% des entrepreneurs qui se mettent à leur compte ont déjà cette compétence de production et c'est la raison pour laquelle ils se mettent à leur compte. En général, on est déjà équipé de cette compétence-là. Maintenant, l'idée, c'est d'aller la développer, c'est de l'étayer, c'est de l'automatiser, pourquoi pas. Un des gros travers d'un indé, c'est de faire du sur-mesure en permanence et de dire moi je vais vendre du sur-mesure, tout est dans ma tête, je sais comment l'accompagner, etc. Sauf qu'en fait on se perd à ça, on s'essouffle, on se fatigue et au contraire plus on va capitaliser sur ce qu'on a fait d'une presta à une autre. Je faisais ça tout le temps avant, à reprendre des approches, des méthodes d'accompagnement, etc. parce que ça avait marché, je les avais mises en place, elles ont fonctionné, pourquoi ne pas les réutiliser? Et à partir du moment où tu réutilises, c'est plus du sur-mesure. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'au final c'est pas l'objectif de la mission qui est important? La troisième, c'est gérer URSSAF, impôts, sa compta. Gestion financière, du coup. Ouais, mais tout, administratif, financière, ouais, tout ce qu'en général les indés n'aiment pas et qui pour autant permet justement de faciliter la façon dont on va faire la photo à la fin. Alors moi, la première, j'ai une journée de compta par mois, moi j'en peux plus. Mais pour autant, c'est ce qui te permet aussi de faire cette photo, de dire je suis dans mes objectifs ou j'y suis pas. Et gérer, c'est aussi se fixer des objectifs et c'est aussi les mesurer. Et c'est aussi se dire si j'y suis pas, comment est-ce que je me réadapte? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qui fait que je suis pas dans mes objectifs? Oui, c'est tout le volet URSSAF, oui, c'est tout le volet compta, rapprochement bancaire qui est pas ultra kiffant. Ceci dit, on a quand même la chance d'avoir des milliers d'applis qui sont super bien fichus. Je crois qu'on peut rendre ça, tu vois, soft quand même. Mais voilà, c'est quand même un temps dédié important à une quatrième fonction qui est animer. Animer, c'est à double titre. C'est aussi bien en interne qu'en externe. Animer, c'est en interne, c'est être capable, quand on bosse avec une équipe, quand on a des salariés, de créer de la communication, de l'échange, de faire en sorte que ce soit fluide pour tout le monde. C'est le volet un peu RH. Pour un indépendant, animer en interne, c'est collaborer. Quand tu bosses avec des gens, c'est pareil, il faut que tu communiques avec eux, faut qu'il y en ait un qui fasse le suivi du projet, il faut se fixer des objectifs, etc. Et ça, c'est super important. C'est aussi ton volet RH en interne quand tu collabores. Ensuite, tu as animé en externe. Ça, c'est être membre d'un réseau ou de plusieurs réseaux. C'est développer son réseau, c'est rencontrer des gens, c'est passer une tête sur les événements, les foires, les salons. C'est aller à la rencontre de son marché, aller à la rencontre de ses clients, aller à la rencontre de ses prospects. Et pas que dans l'objectif de vendre, mais aussi dans l'objectif de les sonder, de les questionner, etc. C'est créer des partenariats. Nous, on entretient des dizaines de partenariats avec plein de structures. Ça demande du temps, de l'énergie. Un partenariat qui démarre, si tu l'entretiens pas, si tu l'alimentes pas régulièrement, si tu donnes pas des nouvelles, dans 6 mois, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Et puis la dernière fonction, c'est innover, et qui est très en lien avec le sujet qu'on a déjà abordé, c'est-à-dire que innover, c'est maintenir sa veille, la réaliser, c'est se former, c'est faire preuve de créativité quand on a un pépin, une crise sanitaire qui nous tombe sur le coin du bec et que on passait sa vie à se déplacer, il va falloir tout faire en distanciel, comment est-ce qu'on s'adapte? Ça fait aussi appel à la créativité. C'est marrant de voir que ces compétences sont des compétences un petit peu intemporelles en fait. Ces 5 compétences-là sont restées les prioritaires en fait. Quand tu me parles de savoir vendre, de savoir participer à des événements externes, de savoir gérer en interne ta gestion administrative, tu vois, c'est des choses où tu sais que si tu te lances dans une formation, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, t'es sûr quasi à 100% de pas avoir perdu ton temps, quoi. Même si sur le moment ça ne te sert pas, c'est les 5 compétences qu'un indépendant ou un entrepreneur doit savoir maîtriser, quoi. Est-ce que toi, quand t'apprends quelque chose de tout frais, de tout neuf, t'as une
méthode, une technique pour pouvoir l'intégrer soit à ton business ou soit l'utiliser dans la journée, dans la semaine, histoire que cette nouvelle connaissance ne pourrisse pas au fond du placard, quoi. Tu me lances sur tous mes sujets favoris. J'ai un leitmotiv, c'est qu'une entreprise n'existe que par ses écrits. Je te la fais courte, mais je t'explique le pourquoi du comment. En fait, quand tu regardes une entreprise, notamment chez un indé, potentiellement, c'est un ordinateur, un bureau, une chaise de bureau, une connexion Internet. Allez, à la limite, tu rajoutes une voiture pour aller chez le client, d'accord ? Potentiellement, c'est juste ça. Et surtout, c'est une feuille qui s'appelle un extrait cabis ou un avis INSEE qui te donne une existence légale. C'est ton titre d'identité, d'accord ? Si tu pousses pas plus loin, que tu prends pas tes propres locaux, que tu fais pas une enseigne, que t'as pas une équipe, que t'investis pas dans une flotte automobile, dans un parc informatique, si tu pousses pas plus loin que les 5 premières choses que je t'ai listées là, bah en fait, ton entreprise, elle a d'existence tangible que celle que tu lui donnes. Potentiellement, t'as un bout de papier, un ordi, une voiture et un bureau, une chaise. Bureau, une chaise, tu peux l'avoir où tu veux. Il y a plein d'espaces de coworking, de tiers-lieux qui peuvent t'accueillir. Ça se trouve, c'est même pas les tiens. On parle en plus d'entrepreneurs nomades de plus en plus. Donc, potentiellement, il n'y a pas d'existence visuelle de la part des autres. Donc, si, en plus de ça, ce que tu récoltes, ce que tu découvres, ce que tu testes, ce que tu fournis à tes clients, les outils que tu mets en place, si en plus de ça, tu te contentes de les mettre là et que c'est du jus de cerveau, bah, le jour où t'es plus là, il n'y a plus d'entreprise. J'aime bien l'idée. Alors qu'en fait, si tu écris, que tu références, que tu processes, que tu structures, que tu donnes une consistance à tout ça, bah c'est comme un bouquin. Il y a des bouquins qui existent depuis des centaines et des centaines d'années. Un bouquin, potentiellement, ça peut être réécrit, réimprimé, réédité. Donc, ça existe et ça se transmet. T'as quelque chose à donner. Ce qui veut aussi accessoirement dire que le jour où t'onboardes quelqu'un dans ton équipe, t'avais pas prévu, potentiellement, plutôt que d'essayer de coller un tuyau de là à son cerveau pour lui dire vas-y, pompe ce que tu veux, potentiellement, en fait, tu lui files le bouquin et tu lui dis bûche, apprends, enrichis-toi de ce qui existe et de ces écrits-là, et demain tu sauras bosser dans ma boîte. Alors évidemment, tu te contentes pas de ça, tu sais, il y a casquette animée, il faut voilà. Tu te retrouves à être en mesure d'onboarder quelqu'un dans de meilleures conditions que de lui dire ah bah ouais, mais tout est dans ma tête. Alors va falloir que tu viennes avec moi en rendez-vous et que tu prennes des notes. Parce que lui, il va écrire. Toi, tu l'as pas fait, mais lui, tu vas lui demander d'écrire. Tu vois l'aberration du truc ? Donc si tu pars du principe qu'une entreprise n'existe que par ses écrits, à partir du moment où tu commences à écrire, à rédiger, à recenser l'ensemble des informations, bah, tu donnes une consistance réelle à ton entreprise. Et en ce qui concerne l'outil, alors très longtemps, je me suis contentée de Word, d'un petit carnet, même d'un carnet papier. J'ai une relation au papier, à la papeterie, voilà, j'adore ça, voilà. Ça a son petit côté charmant jusqu'au jour où t'as ça, 2 kilos de papier, de cahier, et que tu te dis, je sais que je l'ai écrit quelque part. Et généralement, tu mets pas le nez dedans. Et là, tu te dis, eh merde. Voilà. Et depuis, j'ai découvert Notion. Donc, effectivement, moi, j'ai mon propre Notion. On a un Notion d'équipe. Et j'alimente là-dedans. L'intérêt, c'est que du coup, tu fais une recherche par mots-clés, que Notion te ressort 3-4 docs qui reprennent tes mots-clés et tu retombes dessus. Donc, je trouve que c'est relativement facile ensuite de repartir à la recherche de ce que tu veux, quoi. Une source d'inspiration, un film ou une série et un sport. Je peux commencer dans le désordre ? Tu commences comme tu veux. Alors un sport, le handball, parce que j'en ai fait à joli niveau il y a quelques années et c'est un sport co, c'est vraiment un sport que j'adore. Un film, peut-être, si je veux rester dans le thème, je parlerai du fondateur. L'histoire du mec de McDo, ouais, c'est ça. Je bloque un peu avec certains principes de valeur dans le film, etc. Mais je trouve qu'il est vachement instructif sur la capacité d'analyse et la stratégie de développement. Il est fin, il est épatant et surtout, il est audacieux, il lâche jamais. Et je crois que c'est ce que je retiens de ce film. C'est qu'en fait, contre vents et marées, il a dit j'y arriverai. Au détriment de certains. Et c'est peut-être le truc sur lequel j'ai le plus de mal. Source d'inspiration. Les gens passionnés et passionnants. Alors c'est la double condition. Parce que des fois il y a des passionnés que plutôt ils sont pas passionnants. Et qui sont barbants. Mais les gens passionnés et passionnants qui sont capables de te raconter une histoire, de te la partager, de te faire vivre un peu de leur expérience. Et ça révèle en fait une capacité d'altruisme, un sens de la relation et de la communication. Enfin tous les trucs de bisounours quoi. Bienveillance, tout ça. Mais je revendique ce côté bisounours. Écoute Pauline, j'arrête de t'embêter. Merci d'être passée sur le podcast. Et puis, je te dis peut-être à très vite du coup. Avec grand plaisir, Étienne, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous pour que je puisse vous partager tous les épisodes restants. Et en plus, on est en partenariat avec la Cordée. C'est un coworking basé à Lyon et dans toutes les plus grosses villes de France où vous pouvez venir travailler au calme et éviter la solitude de l'entrepreneur. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.